J'ai préparé cette présentation avec Philippe Bonin, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir, mais il a participé, vous allez voir, d'une manière essentielle à ces travaux, à ces recherches autour de la machine de Marly. Bon, la machine de Marly, évidemment, nous ne sommes pas les premiers à nous y intéresser, j'espère que nous ne serons pas les derniers, mais nous avons abordé la question d'une manière originale en nous intéressant au site lui-même, en allant chercher les vestiges à l'emplacement même de l'ancienne machine de Louis XIV. Je précise bien que nous parlerons de la machine de Marly de Louis XIV et pas des machines qui se sont succédées ensuite au XIXe siècle et jusqu'à nos jours pratiquement pour le fonctionnement du réseau. Ces vestiges, nous ne sommes pas allés les chercher tout de suite, pour la simple raison, tout de suite, dès le départ, puisque j'ai longtemps pensé qu'il n'en restait plus rien. Mais voilà, les choses ont évolué, la réflexion s'est faite, et un projet a été lancé en 2018-2019 pour aller sur place, dans la Seine, à l'emplacement de l'ancienne plateforme. Pour ceux qui ne situeraient pas la machine de Marly, elle se trouve donc à proximité de Versailles-Marly dans les Yvelines, sur la commune de Bougival, et bien entendu sur la Seine. Sur la Seine, aujourd'hui, si vous cherchez les vestiges de la machine de Marly, vous allez vous repérer avec ce barrage relativement récent, il date d'il y a une cinquantaine d'années, à proximité d'un pont qui a été récemment nommé du nom de l'abbé Pierre. Et en amont de ce pont-barrage, vous avez aujourd'hui une installation, des vestiges d'une installation au-delà de l'ancienne machine de Marly avec une écluse. Je remarque que le panneau actuel, c'est Voies navigables de France, qui est l'administration chargée des voies navigables, continue à l'appeler Rivière de Seine. Je trouve cette dénomination tout à fait sympathique, parce qu'elle n'est pas vraiment usuelle par les temps qui courent. D'abord parce que pour à peu près tout le monde, c'est un fleuve, mais un fleuve qui n'est qu'une variante de la rivière, mais surtout, c'est dans la formulation Rivière de Seine, qui est typiquement celle qu'on trouve dans les archives depuis le XVIIe siècle, dès qu'il s'agit de dénommer cette rivière, ce fleuve, la Seine. Voilà, on parle toujours de la rivière de Seine. Et je vois que sur les panneaux actuels, on continue cet usage, donc c'est maintenu chez les professionnels de la rivière. Voilà le site tel qu'il est aujourd'hui, en vue aérienne à gauche et en vue depuis le pont, donc Abbé Pierre, à droite. Les bâtiments que vous voyez sur la droite, sur les quais, sont les bâtiments anciens de l'administration de la machine de Marly. La photo est légèrement ancienne puisque les bâtiments viennent d'être entièrement rénovés, avec le pavillon de l'inspecteur en allant de la droite vers la gauche, le pavillon du contrôleur et même un peu plus loin la maison de Rennequin-Sualem. Tous ces bâtiments et les deux très belles portes qui ont elles aussi été restaurées sont des bâtiments de la fin du XVIIe, créés pour la machine de Marly, pour la gestion. C'était, au-delà de la machine elle-même, c'était plus d'une administration, c'était un véritable site pour lui-même, site de production des matériaux qu'on utilisait pour les réparations, et puis pour l'entretien de toute la mécanique, qui évidemment n'était pas que sur la Seine. Néanmoins, dans notre recherche, c'est dans l'eau que nous avons orienté notre recherche. Alors, il y a toujours cet îlot central qui attire bien des regards, qui attire bien des centres d'intérêt, qui n'a pas grand-chose à voir avec la machine de Marly en réalité, mais enfin, comme c'est le seul élément visible vers l'emplacement du site, eh bien, il faut lui accorder un petit intérêt. Il est de la fin du XIXe siècle. Bon, il servait à ranger les aiguilles, on appelle le pavillon des aiguilles, aiguilles qui elles-mêmes servaient de barrage pour fermer les vannes de ce temps-là. Donc son intérêt historique est faible, mais son intérêt patrimonial est fort, puisqu'il marque, c'est un marqueur aussi de l'extrémité de la plateforme de la machine. Il faut imaginer cette plateforme gigantesque au milieu de la Seine, dont même les dimensions ne prennent pas grand sens. Il y avait bien sûr 14 roues, donc ça parle un peu, ça donne une idée de la dimension,
mais il faut être sur place pour mesurer à quel point cette plateforme posée sur le cours de la rivière était vraiment gigantesque. 50 mètres sur 60 mètres, 3000 mètres carrés, c'est une plateforme colossale. Ce que vous voyez au fond de l'image, au-delà du pont lui-même dont j'ai parlé, ces quelques arcades sont les derniers restes de la dernière machine, celle qu'on appelle machine de Dufrayer, machine du Second Empire, enfin environ, et qui a été démolie en 1968. Cette dernière machine, j'ai longtemps cru qu'elle était à l'emplacement, enfin qu'il n'y avait qu'un emplacement de machine de Marly. Donc, par conséquent, si on avait implanté la machine de Dufrayer sur le site même de la machine de Louis XIV, il n'y a pas de doute qu'il n'en resterait vraiment plus rien. Mais en fait, elle a été construite à côté, légèrement décalée. Et pour vous offrir un premier petit panorama du site, j'ai préparé quelques images, quelques petites promenades visuelles. Ce n'est pas le film qui sera le plus intéressant à visualiser. Je vous montrerai après quelques vidéos des recherches même que nous avons faites. Voilà, on a même un petit peu de son. On ne peut pas demander mieux. Bon, si ça s'arrête, c'est encore mieux. Voilà pour l'emplacement. Je m'arrête quand même un instant sur ce qu'était la machine de Marly. Même si pour cette présentation, c'est le site dans la Seine qui nous intéresse, il est important de comprendre que cette machine de Marly, c'est une structure titanesque, à la fois dans la Seine, sur le coteau, qui monte jusqu'à Marly, à travers Louvciennes, qui se prolonge par un aqueduc que vous connaissez sans doute, l'aqueduc sur Arche, qui s'approche du parc de Marly. Mais toute cette structure n'est pas terminée, puisqu'elle comprend aussi toute une série de réservoirs que j'ai dessinés sur ce plan, symboliquement. 3 principaux réservoirs près de Marly, qui existent encore pour quelques-uns. Les réservoirs de Marly existent encore, les réservoirs de Louvciennes qui ont été reconstruits, le réservoir du Trou d'Enfer qui a été abandonné. Mais l'eau passait aussi par les réservoirs des Cresset, en tout cas à l'origine, pour les premières élévations d'eau, réservoirs qui étaient alimentés aussi du côté de Versailles, que ce soit au Chênay, que ce soit plus tard le réservoir de Picardie et surtout donc les réservoirs de Montboron, tout au bas de l'image, à proximité de Versailles, qui étaient donc remplis en partie par la machine de Marly. Et entre tous ces réservoirs, un réseau d'aqueducs, principalement souterrain, quelquefois aérien, donc l'aqueduc de Louvciennes, l'aqueduc de la machine, qui était aérien. Un autre petit aqueduc avait aussi été construit dans les premières années pour les eaux des étangs des Cresset, qui n'existent plus, presque plus aujourd'hui. Et cet aqueduc a disparu aussi, ce qui nous fait des constructions sur près d'une dizaine de kilomètres de longueur pour amener les eaux à Versailles et à Marly. Le projet de la machine de Marly est manifestement pour amener des eaux à Versailles, même si, dans le cours de l'histoire, c'est plutôt sur Marly que les eaux vont arriver, c'est plutôt sur Marly que va servir la machine de Marly, et ce qui peut en partie expliquer le nom qui lui a été donné. La machine est créée peu de temps après la création du château de Marly, et donc Louis XIV va la nommer du nom du site le plus proche, comme il va nommer la forêt de Marly du même nom. Malgré tout, dans les toutes premières années, ça ne s'est pas fait immédiatement. On voit nommer la machine de la rivière de Seine. Voilà, on voit différents noms avant que le terme se stabilise sur machine de Marly, mais qui aujourd'hui, évidemment, ne fait plus question. Ce réseau titanesque, gigantesque, en toile d'araignée, créé par la machine de Marly, va donc surtout bénéficier au parc de Marly, parce que le parc de Marly, qui est créé à proximité, a deuxième ressource que Versailles n'a pas à ce moment-là, c'est le dénivelé. Pour faire des effets d'eau, pour un jardin d'eau, il faut beaucoup d'eau. Ça, c'est la machine qui l'apporte, et elle apporte beaucoup d'eau dans les réservoirs. Vous les voyez ici en vue aérienne, tels qu'ils existent encore, et sur le plan à droite, tels qu'ils existaient, donc le grand réservoir du Trou d'Enfer qui a disparu, avec son canal tout autour. Et vous pouvez voir aussi que le réservoir de Louvciennes n'était qu'en un seul bloc à l'origine, et légèrement plus grand vers le nord.
petite partie a disparu, bien qu'il en reste des vestiges. Il faut donc des réservoirs pour stocker l'eau et pouvoir donc la consommer d'un coup, disons. Voilà, la machine produit 24 heures sur 24 et on s'en sert que dans la journée. Donc, il y a de toute façon un moment de production plus important que de consommation, mais il faut un dénivelé. Et à Versailles, le dénivelé est plus faible et surtout, il est préexistant et on ne peut pas ajouter des réservoirs plus hauts que ce qu'on avait avec Montboron, qui domine légèrement le site des jardins de Versailles, mais trop peu, évidemment, pour avoir une puissance, un dénivelé nouveau. À Marly, quand on installe des réservoirs sur le plateau, on est à une altitude beaucoup plus haute que la partie centrale des jardins, plus de 50 mètres d'écart, plus de 50 mètres de dénivelé, c'est donc très important. Et donc, on va pouvoir bénéficier dans les jardins de Marly à la fois d'un dénivelé important et d'une ressource, une quantité d'eau importante. Et c'est ces deux paramètres qui vont justifier, qui vont permettre la création des grandes cascades, des jets d'eau, etc., dont je n'ai pas à vous parler aujourd'hui et que vous connaissez sans doute. La machine elle-même, ça n'est donc pas que les roues, que la plateforme dans la Seine, même si c'est notre sujet aujourd'hui. C'est évidemment toute la mécanique qui se trouve adossée au coteau, avec bon, ce tableau très connu de Pierre-Denis Martin, qui montre l'état final des aménagements, où tout le coteau de Seine est entouré d'un mur et clôturé, donc tout le site forme ce qu'on appelle l'enclos de la machine, dans lequel se trouvent aussi bien les unités de production, fonderie, forge, etc., que la mécanique elle-même. Dans la Seine, il y a les roues qui servent à puiser, mais qui servent aussi à transmettre la mécanique, transmettre le mouvement pour repuiser l'eau une première puis une deuxième fois dans les bâtiments que vous voyez adossés au coteau pour finalement emmener l'eau, pomper l'eau et puis transmettre l'eau jusqu'au sommet du grand aqueduc qui est dessiné, qui est peint ici tout en haut de l'image. C'est ça, la machine de Marly, stricto sensu, c'est la machine sur la Seine et les équipements élévatoires jusqu'au grand aqueduc, mais fonctionnellement, c'est aussi les aqueducs, les réservoirs et les conduites jusqu'à Versailles. Cette première machine de Marly, cette première machine qui est donc décidée en 1681, un an plus tard, les eaux montent au sommet du coteau avec les deux premières roues. Et on a continué à la construire qu'après le succès des premiers essais. Le système fonctionnant, l'eau monte sur le plateau. On va ajouter des éléments, on va ajouter l'aqueduc qui n'était pas prévu dès le départ. On va augmenter le nombre de réservoirs, on va même créer les premiers réservoirs et l'eau remplit les réservoirs de Marly à partir de la fin 1684. Et la machine, on peut considérer qu'elle est en fonctionnement à partir de cette date-là. L'eau arrive à Versailles dans l'année qui suit et elle arrive dans les jardins de Marly dans l'année qui suit, donc en 1685. Et elle va fonctionner jusqu'au début du 19e siècle, puis être remplacée par une première machine à vapeur, puis d'autres machines, dont celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais nous avons quand même la chance d'avoir une photographie de la machine de Marly. Cette photographie est prise vers 1860, on est au tout début de la photographie, ça fait à peine 10 ans qu'on a les premières plaques photographiques, et on a encore, disons, les vestiges, mais des vestiges fonctionnels de la machine de Marly, car toutes les roues n'ont pas été détruites en 1817, il en restera deux que vous avez donc ici sur l'image, sur cette vue stéréoscopique, et qui nous permettent, en plus des plans, bien sûr, très nombreux, la documentation très riche, d'avoir une localisation extrêmement précise de la machine, puisque le bâtiment qui est derrière, c'est le bâtiment dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était sur la première photographie, le bâtiment de l'inspecteur. Donc là, on a une situation, et vous voyez le coteau, avec en gros le chemin emprunté aujourd'hui, le chemin de promenade un peu raide que nous avons pour monter sur le coteau. C'est ce chemin que l'on voit ici, chemin qui date de cette époque-là, parce qu'antérieurement, du temps de la première machine, c'était l'emplacement des tringleries et des systèmes de transmission de force et de mouvement pour puiser l'eau au premier puisard situé plusieurs centaines de mètres plus loin et 50 mètres en dénivelé plus haut. Nous voyons quand même sur cette photo quelques éléments de l'esplanade et une forêt de pieux pour
enfoncé pour ficher cette plateforme dans le lit de la rivière. Évidemment, tout cela a fini par disparaître, on le voit bien aujourd'hui, et remplacé par, au final, cette dernière machine avec néanmoins une petite installation, un barrage devant. Vous voyez, sur l'image de droite et sur l'image de gauche, vous voyez le petit pavillon central. Bruno, je me permets, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si je suis la seule. Changer les aiguilles, et donc c'était machine, et on reconnaît bien tous les bâtiments, ou une grande partie des bâtiments encore présents aujourd'hui. Vous voyez aussi que la route qui va de Paris à Saint-Germain était à 2 voies à ce moment-là, et c'est l'une des raisons de la démolition de ce bâtiment. Ce n'est pas la seule raison, bien entendu, mais en tout cas, l'élargissement à 2 fois 4 voies, qui n'est pas l'endroit le plus sympathique aujourd'hui pour se promener, malheureusement, empiète en partie sur ce bâtiment. J'imagine qu'aujourd'hui, on aurait trouvé une autre solution, enfin, je ne sais pas laquelle, mais enfin, en 1967-68, quand on a abandonné cette machine, qui ne fonctionnait plus depuis déjà quelques années, on l'a tout simplement entièrement démolie. Mais vous reconnaissez à la base les petites arcades qu'on voyait sur la photo tout à l'heure. Donc, notre projet était de savoir si on pouvait encore trouver des vestiges à l'emplacement même de la machine, dès lors qu'il était apparu, par une lecture fine des plans, que la machine de Louis XIV s'était trouvée, non pas à l'emplacement de la machine de Dufrayer, mais bien en face du pavillon de l'inspecteur, que vous voyez bien sur la photo ici, et que par conséquent, des vestiges étaient susceptibles d'y être conservés. Nous avons mené cette opération dans un premier temps en envoyant une équipe de plongée, et c'est là où mon collègue et ami Philippe Bonin intervient avec Franck Guillot. Ils sont tous les deux ici sur l'image à droite. Et cette première intervention s'est donc faite en plongée, tenue. On est dans une zone difficile pour l'intervention. C'est à la fois un atout et un inconvénient. Nous sommes dans une zone de non-navigabilité et d'interdiction de navigation, en raison du barrage qui se trouve sous le pont. Donc les conditions d'intervention doivent être particulièrement sécurisées. Ça, c'est une photo d'un ancien temps où on se promenait encore le visage à découvert. Ça me permet de dater la photo. Je vous ai quand même mis la date au-dessus. Je voudrais préciser tout de suite que l'équipe qui intervient, c'est l'équipe du groupe de recherche archéologique subaquatique, donc de Philippe Bonin, et je me réjouis d'avoir fait sa connaissance il y a fort longtemps, dans d'autres circonstances, et qu'il ait accepté de participer à ces recherches. C'est un archéologue plongeur qui a donc cette capacité, cette particularité de fouiller non pas n'importe quoi, bien sûr, il choisit bien ses sites, mais il les choisit en fonction d'un type d'intervention tout à fait particulière, qui est d'aller sous l'eau, et en particulier dans la Seine et quelques affluents proches, principalement au sud de Paris. Ce n'est pas tout à fait la même Seine que la Seine qui est en aval de Paris, c'est la Seine haute. Mais voilà, ça fait 30-40 ans qu'il intervient sur le fleuve, il le connaît bien, et surtout, il sait intervenir, non seulement techniquement, parce qu'évidemment, la plongée est une technique particulière, mais il sait aussi observer et relever et fouiller des vestiges subaquatiques. Voilà pourquoi c'est lui qui est intervenu. Évidemment, je m'en réjouis, car je n'en ai aucune capacité, aucune qualité pour faire ça moi-même. Donc, ils sont intervenus à deux dans cette première plongée. Voilà les images de la mise à l'eau. Allez, un petit film pour vous donner le goût et le plaisir de participer à cette promenade.
Voilà, des images sont souvent plus explicites qu'un long discours. Le plongeur procède par lignes régulières, une sorte de quadrillage du terrain. Bon, sans laisser un suspense totalement insoutenable, la première demi-heure était relativement calme avant que tout à coup, le plongeur s'immobilise, Franck Guillot en l'occurrence, et parce qu'on n'a pas de contact évidemment radio à ce moment-là avec lui, qui s'immobilise et qu'il signale à la première remontée la découverte des premiers vestiges. Vous voyez la zone qui a été prospectée, qui correspond peu ou prou à la zone de l'ancienne plateforme. Et donc, c'est dans ce secteur que Franck Guillot et Philippe Bonin ont l'un après l'autre plongé pour repérer un certain nombre de vestiges. Donc voilà, le premier succès, c'est qu'il reste bien des vestiges. C'est toujours évident une fois qu'on a les résultats. Ça l'était beaucoup moins avant de lancer la plongée. Et je ne nommerai pas tous mes bons amis qui m'en ont peut-être pas découragé, mais laissé entendre qu'on ne trouverait rien. Effectivement, la probabilité n'était pas du tout certaine. Ce qui fait notre chance, c'est la non-navigation, bien sûr, aujourd'hui, mais c'est que cette zone est non navigable depuis l'époque de la machine de Marly. Elle n'a jamais été rendue à la navigation. Et c'est la raison pour laquelle le cours de la rivière n'a jamais été dragué, n'a jamais été nettoyé, dans quel cas, évidemment, toute trace aurait pu disparaître, ni reconstruite, comme je vous l'ai dit, ça c'était une question qu'on s'est posée pendant longtemps, aucune reconstruction, aucun drainage, et donc par conséquent, on retrouve le site tel qu'il a été abandonné lorsque la plateforme a été détruite. Alors, vous avez là un premier aperçu des différents types de trouvailles, différents types de vestiges que nous avons pu découvrir et dont je vais vous montrer ensuite quelques images, y compris les films qui ont pu être produits lors de la première opération. Donc, pieux, madriers couchés, pierres, pavements, on va voir ça plus en détail maintenant. Ce pieu est assez haut, plusieurs mètres de hauteur, 3 mètres je crois. Je vais vous montrer maintenant comment il a été filmé sous l'eau. Allez, je m'enlève. Voilà, avec les petits bruits subaquatiques, tout à fait, c'est comme si on y était. Ce grand pieu que nous venons de voir n'est pas nécessairement un vestige de la machine de Marly de Louis XIV. Peut-être trop beau pour que ce soit vrai, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu quelques aménagements malgré tout sur place, notamment ce barrage à aiguille qui a été construit au XIXe siècle, dont on peut éventuellement supposer. Mais malgré tout, un premier vestige lié à l'histoire du site qui a tout son intérêt et qui nous a donné évidemment déjà une première satisfaction importante. Ce madrier couché, lui, a plus de chances de faire partie des vestiges de la machine elle-même et cette fois avec une certitude absolue, ce grand pieu, enfin grand par la taille, par l'épaisseur, pas par la hauteur, même si nous n'avons pas, on ne l'a pas retiré, vous en doutez bien,
j'aimerais bien connaître la profondeur d'enfouissement d'un pieu pareil, mais qui nous donne tout de suite, par ses dimensions, par sa section, l'ampleur phénoménale de la plateforme qui était dessus. Nous allons faire une petite visite subaquatique de la découverte de ce pieu. Je règle ça un petit peu mieux. Allons-y. J'arrête le film à l'instant parce que, évidemment, ça passe toujours un peu trop vite. Là, vous avez une vue rapprochée du plongeur qui nous montre bien le pieu coupé. Et vous pouvez voir qu'il n'est pas tout seul. On a retrouvé des pieux doubles, comme celui-ci, avec donc 2 pieux coupés côte à côte. Oh, je vais remettre le son, c'est trop beau avec le son. Donc, première grande série de vestiges, les pieux, les bois, voilà. Sur un repérage, évidemment, qui n'est pas exhaustif, hein, c'est une plongée qui a duré de l'ordre d'1 heure, 1 heure et demie, à peine plus. Et il s'agissait, dans ce premier repérage, non pas de faire un relevé complet, mais de faire une prospection pour déterminer une recherche, pour en conduire à une recherche plus complète ultérieurement. Au cours de cette première prospection, un autre type de vestige est apparu, que vous voyez maintenant sur l'image. C'est un sol en pierre, appareillé, extrêmement propre. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que ça nous montre bien que le fond n'a pas été altéré et n'a pas été non plus chargé par quelque remblai que ce soit ou quelque envasement que ce soit. Voici la découverte de ce pavage en images. Voilà, c'est presque plus intéressant. En tout cas, c'est très intéressant, car ça nous montre que la construction de la machine, évidemment, on a tout de suite les roues à l'esprit, c'est évidemment très important, mais il y a une partie inférieure, une substructure très importante qu'on connaît mal, qu'on connaît peu. Je vous montre enfin un autre élément, en 4e petite vidéo de cette première plongée, où on voit d'autres éléments de sol. Cette fois sans son. Évidemment, une des difficultés, c'est de faire des images, parce qu'à peine le sol est-il touché que la netteté chute, que l'eau se brouille, et que pour cette première opération, on part évidemment sans repère, sans trop savoir ce qu'on est susceptible de trouver. Vous voyez là un niveau de seuil. Voilà.
Voici un repérage sur plan des principales découvertes de cette première intervention en superposant le tracé de la plateforme, ici en jaune, à partir d'un plan de 1790. C'est toujours très compliqué parce que les plans anciens, très précis qu'ils puissent être, sont rarement avec des repères extérieurs à la machine elle-même. Donc, on a toujours un petit peu de mal à savoir où était placé. Bon, il est possible là, que la superposition que j'ai faite ne soit pas parfaitement exacte, mais ça vous permet de voir que la machine, le socle de la machine de Dufrayer, qui est en haut à gauche, est décalé par rapport à cette plateforme, ainsi que la petite île actuelle avec le petit bâtiment qui peut s'être accolé, qui peut avoir été accolé à une structure plus ancienne de la plateforme, mais sans en faire partie du tout. Et puis les bâtiments au sud qui sont pour nous des éléments de repère, et l'élargissement de la départementale 113 actuelle, l'ancienne nationale 13, est particulièrement visible sur ce plan. Donc il y a toujours une partie de la machine qui restera inaccessible. Enfin, pour l'essentiel, on voit que la zone de la plateforme est en scène et est accessible encore aujourd'hui. Alors tous ces vestiges, on a commencé à essayer de les observer, de chercher des premières informations, parce que, bien sûr, une partie de cette recherche, de cette prospection a pour but de trouver des éléments connus quelque part. C'est-à-dire qu'on trouve la machine de Marly, évidemment, on la connaît, on sait qu'elle est là, mais on s'aperçoit assez vite que, comme souvent d'ailleurs en archéologie, ce qu'on trouve, ce n'est pas ce qu'on connaît par ailleurs. Vous voyez que la documentation graphique, soit le tableau au château de Versailles, le tableau de Pierre-Denis Martin ou la gravure ici, nous représente évidemment les éléments extérieurs, les éléments visibles par le graveur, par le dessinateur ou le peintre. Et que les éléments de fondation sont beaucoup plus rarement représentés. Néanmoins, évidemment, nous avons quelques éléments graphiques aux archives. Ici, une coupe des archives départementales des Yvelines, une coupe qui a été plusieurs fois reproduite en gravure, qui de ce fait-là est assez connue, assez diffusée. L'original est en couleur, est donc plus intéressant. Vous voyez l'eau qui est dessinée en vert. Bon, il y a un code graphique, mais vous avez évidemment les pieux dans le fond, le fond marin, le fond fluvial, qui sont dessinés sans qu'on soit tout à fait sûr que c'est une représentation réelle ou synthétique. Voilà. La fouille viendra nous préciser si les pieux sont espacés tels qu'ils sont dessinés là, est-ce qu'ils sont de cette profondeur. Une seconde coupe, un second document d'archives, qui lui aussi est aux archives des Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux, nous montre pas les pieux enfoncés tout à fait aussi profondément, de la même manière. Et là, le sol que nous avons vu, le sol dallé, il y a aussi des sols de cailloux qui sont représentés, qui ont été en partie retrouvés. Les sols ne sont pas dessinés non plus tout à fait de la même manière. Et évidemment, quand on a deux documents, en général, les deux, il y en a un qui est faux, puisque les deux ne sont pas identiques. C'est ce plan, cette coupe plutôt, qui nous a, cette coupe des vestiges à machine, qui est le plus proche de ce que nous avons trouvé. Elle a été publiée il y a quelques années par Wilfried Déon. Et dans Marly et patrimoine, j'en parlerai tout à l'heure. Et sur cette image, les pieux sont dessinés coupés. Et avec le terme technique qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre, qui est marqué dans la légende, ils sont au refus. Voilà, le terme exact, ils ont été coupés au refus. Et c'est exactement dans cet état-là que nous les avons retrouvés. Mais là aussi, la manière dont ils sont enfoncés, le terrain solide qui est marqué, le terrain très ferme, un peu plus en dessous, qui est indiqué, est-ce par des mesures précises, est-ce une estimation? Là, ils sont indiqués de 3,50 m d'enfoncement et d'une élévation à peu près 50 cm, disons, telle que nous avons retrouvé. S'il y a 3,50 m ou 3 mètres d'enfoncement, on sait d'avance qu'on va avoir beaucoup de mal à les récupérer, même si ça peut être un projet, non pas de les récupérer, mais d'en récupérer ne serait-ce qu'un.
L'une des questions qui se posent, parmi beaucoup d'autres, sur cette plateforme, c'est si on retrouve un état initial ou un état transformé suite à des réparations, suite à des modifications. Il se trouve que si les archives de la machine de Marly sont extrêmement nombreuses, extrêmement riches, la durée de vie de cette machine l'explique, le fait que ce soit une machine royale gérée par les bâtiments du roi a généré beaucoup d'archives, et donc nous avons une très belle documentation, une très riche documentation, mais comme il arrive souvent, il y a un trou important au moment de la construction, et nous n'avons pas les marchés de construction. Nous n'avons quasiment pas d'informations d'archives, ou si peu, sur la construction elle-même. Et ce que nous retrouvons, évidemment, c'est le début de la construction. Les premiers éléments de travaux, c'est le nettoyage peut-être du lit de la rivière, la pose des pieux, leur enfoncement, le dallage qui a été fait. Voilà. Et de tous ces éléments-là, nous sommes relativement pauvres dans la documentation d'archives. Alors, voici une autre vue de la coupe, qui est donc la vue gravée de la machine assez proche de celle de tout à l'heure, mais sur ces éléments-là, nous avons quand même un certain nombre d'éléments que nous pouvons retrouver et que nous avons déjà plus ou moins retrouvés dans l'eau et qui mériteront une étude parce qu'il importe de savoir comment ça a été fait et pourquoi ça a été fait de cette manière-là. Les éléments d'élévation sont évidemment beaucoup plus faibles pour nous aider, mais ils nous permettent bien entendu de nous orienter sur le terrain et de le comprendre. Les personnages sont dessinés si minuscules que ça donne vraiment l'ampleur de cette plateforme, l'ampleur du chantier que cela a dû être. On sait que le paiement, on a idée du coût, on a idée de la durée des travaux, mais on n'a pas, voilà, on manque quand même d'éléments pour voir, pour comprendre comment tout cela a été réalisé, parce que c'est évidemment le socle de la machine hydraulique, et donc il n'y a pas de roue qui tourne sans plateforme suffisamment solide, et je pense que c'est un des éléments qu'il faudrait arriver à prendre en compte. Quelle est la masse de ces 14 roues, plus toute la mécanique, toutes les tuyauteries qu'il pouvait y avoir installées dessus. On voit ici, c'est pas parfaitement net, mais vous voyez les tuyaux là, de récupération des eaux. On voit évidemment ces pieux gigantesques. Et tous ces éléments que les archives, malgré tout, nous donnent, doivent être complétés, doivent être corroborés avec les vestiges. Voilà, tels que les vestiges tels que Philippe Bonin les a retrouvés avec Franck Guillot, et c'est Philippe Bonin qui a fait ces schémas pour en montrer l'emplacement sur les éléments d'archives que nous avons. Voilà le grand pieu que j'ai montré au début et qui pourrait correspondre au barrage. Et quelques éléments de pierre aussi. Bon, cette première intervention, évidemment, nous a donné l'envie de continuer. On ne pouvait pas s'arrêter là. Et donc, dans un second temps, nous avons fait une intervention. Ici, c'est Sylvain Chaumier qui est à la manœuvre. Une intervention au drone. Le drone, il a un avantage, évidemment, c'est qu'il peut se déplacer sans limite de fatigue et avec des risques de sécurité beaucoup mieux maîtrisés. Il a évidemment des avantages, il filme, il repère, il a aussi quelques inconvénients qui rendent son utilisation encore assez précaire et pas totalement satisfaisante. Cette première intervention a donc eu lieu au mois de septembre l'année dernière, et les résultats que je vous montre aujourd'hui, nous ne les avions pas encore présentés. Ça fait quelques mois qu'on rêve de pouvoir le faire dans une conférence. Et évidemment, ce n'a pas été possible. Et donc, je suis très heureux qu'à ces journées, on puisse vous montrer pour la première fois le résultat et les premières images de cette intervention qui est venue en complément de la première. L'une des difficultés de ce drone, et tout cela ne pourra qu'être amélioré évidemment au fil du temps, c'est que quand il est sous l'eau, il ne nous donne pas de repère particulier, même s'il y a le câble qui le relie
à la berge, on ne sait pas exactement où il est. Voilà. Donc, l'humain, de ce point de vue-là, est beaucoup plus précis. Et puis, il peut s'arrêter, il peut repartir, mais même si le pilote a sur son écran de contrôle la visibilité du drone lui-même, la réactivité, bon, il va un peu vite. Et puis, il faut se rappeler que ces drones n'ont pas été fabriqués pour les archéologues, mais pour repérer les bancs de poissons. Donc, sa fonctionnalité de départ n'est pas de trouver des vestiges sous l'eau. Mais nous l'approprions et nous l'améliorons au fil du temps. Et voici les premières images qui ont été apportées. Alors, bien sûr, les pieux, les seuils ont été retrouvés. Et puis, ces éléments, je vous montre là, sur cette première image et sur cette seconde image, qui sont, je pense, des éléments qui viennent compléter les premières trouvailles. Sylvain Chaumier a fait un film que je m'empresse de vous montrer maintenant. Donc, je vous ai dit les difficultés à filmer, bien sûr, sous l'eau. D'abord, parce que le drone lui-même, voilà, les pieux coupés, que nous avons retrouvés, disons, ce n'est pas nécessairement les mêmes. Il y en avait tout de même beaucoup. Et le drone lui-même, évidemment, s'il est au contact du sol, brasse beaucoup et de lui-même gêne la visibilité. Voilà, les grands pieux ont aussi été retrouvés et approchés. Il s'agit non plus aussi de ne pas s'en mêler. Ah, il y avait quelques poissons là, je ne sais pas si vous avez le temps de les voir. Donc on peut évidemment à moindre coût s'approcher des différents vestiges. Et quelques... Là, les images sont très belles. Et ces pieux géminés, ces pieux doubles, sont très nettement renseignés par les archives. Donc là, il n'y a aucun doute qu'on est bien sur les pieux de la machine. Et vous voyez, voilà, une petite image à droite là, qui passe assez vite, qui semble, donc je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est ce que nous pensons avoir devant nous. Avoir, vous voyez, aussi bien sur l'image en haut à gauche que l'image en bas à droite, des éléments de conduite qui pourraient avoir été abandonnés dans la Seine. Et cela, évidemment, ce serait particulièrement intéressant d'aller les vérifier, de pouvoir s'en assurer, mais ça n'avait pas été repéré la première fois. Le fait qu'il puisse y avoir des éléments de conduite, de tuyauterie, d'éléments mécaniques des différentes parties de la machine, ça mériterait évidemment une nouvelle intervention pour aller les voir de plus près. Nous avons fait le lendemain, c'est-à-dire donc le 24 septembre, une troisième intervention. Cette fois, c'est la société TT Géomètre Expert qui est intervenue à ma demande et qui, avec un autre drone, mais cette fois un drone flottant, a fait une intervention afin de faire un relevé bathymétrique complet de la zone. Et voici le film qu'ils nous ont proposé à la suite de cette recherche pour nous montrer comment ils étaient intervenus. Cette équipe était dirigée par Jérôme Bonnel. Donc là aussi, le drone est intervenu cette fois donc flottant, avec un GPS et avec cette fois un repérage, ce qui est possible quand vous êtes hors de l'eau, mais que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes sous l'eau, et en faisant un quadrillage extrêmement régulier de pratiquement toute la zone, comme vous le voyez ici, afin de réaliser donc ce plan que je vais vous remontrer par la suite. Deux plans ont été réalisés, un des cotes d'altitude et l'autre des profondeurs.
donc le résultat, la carte des profondeurs, altimétrique comparable, et dans lequel nous voyons, alors il va falloir... La connexion n'est pas parfaite en ce moment, j'espère que vous continuez à me suivre, je ne mets pas la caméra en pensant que ça marchera mieux ainsi. Vous avez sur cette carte très, très nettement repéré la ligne de rupture qui est ici marquée à... je vous la montre, je ne sais pas si la souris est parfaitement visible, à la cote 3,40 m, 3,20 m, une rupture très nette à l'endroit où se trouvait le début de la machine, c'est-à-dire l'entrée des eaux sous la plateforme. Alors, cette carte des fonds est tout à fait intéressante pour localiser le site lui-même, pour voir les parties qui ont été altérées par le courant plutôt en amont, où des creusements ont eu lieu. Et c'est une carte qui nous permettra de nous repérer à l'avenir pour les prochaines interventions. Parce que, évidemment, au stade où nous en sommes, d'autres interventions restent souhaitables et même envisageables. La prochaine, nous la préparons pour cet été, donc pour le mois de septembre. Une intervention, cette fois, qui aura pour but de faire un repérage précis des différents pieux que nous avons pour l'instant repérés d'une manière un peu générale, et cela avec un sonar latéral, une intervention depuis un bateau. Une fois que les principaux sites seront mieux localisés, la vidéo subaquatique. Et puis, une nouvelle intervention humaine pourra être organisée une fois qu'on en saura le plus possible du côté de tout ce que les relevés extérieurs peuvent faire, parce que l'intervention humaine, il faut évidemment la préparer avec cette fois-ci le maximum d'informations avant la plongée.